souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Et comme à l'habitude, je suis toujours accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. Ça va bien, Marie-Ève? Oui, ça va bien, toi? Oui, super. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, tu m'apprends énormément de choses sur les maisons, que ce soit sur la rénovation et sur les règlements et j'en passe. Là, aujourd'hui, je vais en apprendre sur la maison. Oui. Donc, toutes les gens qui travaillent à la maison. Comment aménager un bureau à la maison pour que ce soit justement bien fait, éloigné de toute distraction. Exactement, les enfants, la cuisine, la télévision et j'en passe. Et dans la même ligne d'idée, conserver une discipline justement lorsqu'on travaille à la maison parce que ça peut être très difficile justement parce que si on a des enfants, la télévision c'est facile toutes les tâches qu'il y a à faire aussi à la maison, fait qu'il faut être discipliné pour être finalement fonctionnel puis réussir à tout faire le travail qu'on a à faire. C'est ça. Puis je pense que tu en sais quelque chose puisque tu travailles aussi et tu arrives souvent travailler à la maison. Oui. Donc je pense que tu es bien placée pour parler de ce sujet-là aujourd'hui. Je vais pouvoir donner quelques petits conseils que moi je me suis donné, à savoir bon, si ça peut être bon pour tout le monde. C'est ça. Puis tu peux savoir aussi, tu vas nous dire si ça marche pour de vrai ou pas. Oui. Qu'est-ce qui fonctionne pour de vrai puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Et on va parler aussi de, des types de maisons. Donc quand vient le temps de s'acheter une maison, c'est vraiment une des premières questions oui. qui vient en Est-ce qu'on prend une maison plein pied ou cottage qu'on appelle, ou sinon une maison à étage. Donc, c'est quoi les avantages de l'un, c'est quoi les inconvénients. Donc, ça va vraiment dépendre de si on a une famille, puis il y en a qui sont plus... des goûts aussi, hein, parce que des fois, c'est une question de goût, donc... Exactement. Et on va parler aussi des maisons contemporaines. Est-ce qu'elles vont être capables de survivre au temps? Donc, est-ce qu'elles sont intemporelles ou pas? Juste vu que c'est très... Les formes sont très modernes, sont très actuelles. Actuellement, il y a une grande vague pour ce type de maison-là. On en voit dans les nouveaux quartiers. C'est vraiment ce type de maison-là qu'on voit apparaître. Ça pousse vraiment comme des champignons. Donc, je me suis posé la question. J'ai fait une entrevue aussi oui, avec un architecte exactement, pour savoir qu'est-ce que lui, il en pensait. Donc. Parfait. Donc, on commence tout de suite avec aménager le bureau à la maison. Oui. En fait, donc, au Canada, il y a près de 3 millions de personnes qui travaillent occasionnellement ou à temps plein à la maison. Ça fait quand même beaucoup de personnes, exactement. Puis, je fais partie, donc, de ces gens-là. Puis, lorsqu'on travaille à la maison, la première chose à faire, lorsqu'on veut aménager un bureau à la maison dans le but afin d'y travailler. Exactement. Il faut quand même réfléchir d'abord avant l'aménagement. Parce que qu'on soit rédactrice comme moi, qu'on soit couturière ou qu'on soit comptable, l'aménagement peut être différent parce que ça dépend c'est ça dépend de ce qu'on a besoin. Oui, exactement. Donc, la première chose, c'est vraiment déterminer nos besoins. Puis, on peut toujours avoir de l'aide de professionnels dans l'aménagement de bureau qui peuvent venir nous aider pour justement nous faire penser à tous les petits détails que des fois, on pense pas. Exactement, parce que quand on se lance, c'est toujours un peu difficile pour tout le monde. Donc, mais en fait, donc, une fois que on a déterminé quels étaient nos besoins, une chose que les designers d'intérieur recommandent, c'est vraiment d'avoir le bureau dans une pièce qui est fermée. OK. Donc, pas de pièce à air ouverte. Non. Une pièce à air ouverte, un bureau à air ouverte, ça peut être très utile pour, par exemple, les enfants, quand on veut surveiller maintenant. Oui, c'est ça. On veut beaucoup surveiller quand ils naviguent sur Internet, tout ça, garder un certain contrôle. Mais pour nous, en tant que travailleurs, c'est vraiment important d'avoir une pièce qui est fermée. C'est sûr que l'idéal, ce n'est pas de l'avoir au sous-sol, mais parfois, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix, c'est ça, parce que c'est l'espace qui est le plus utilisable. Oui, exactement. Puis souvent, bon, si on a des enfants, c'est sûr que les pièces principales, par exemple, au rez-de-chaussée, vont convenir pour la famille, chambres. pour les chambres à coucher. Donc, comme dans mon cas, mon bureau, il est au sous-sol. Donc, c'est sûr que c'est pas idéal, mais c'est vraiment en termes de luminosité. OK, c'est ça, c'est idéal parce que c'est peut-être plus... Parce qu'en fait, on a la lumière du jour beaucoup plus intense à l'étage. C'est plus motivant aussi peut-être pour le moral de travailler. Oui, mais en fait, il y a certains trucs que le designer d'intérieur m'a donné. On peut, par exemple, juste dans notre bureau, c'est sûr d'essayer de le situer, mais si on est au sous-sol, d'essayer d'être proche d'une fenêtre, parce qu'il y a quand même des fenêtres au sous-sol. Ça peut être aussi du choix de l'éclairage que l'on fait. Elle proposait aussi, puis j'ai pas trouvé ça bête comme idée, tu mets un beau cadre, une belle image de paysage extérieur. Ah, ben oui, absolument. En face de toi. Qui peut être apaisant. Exactement. Donc, quand tu lèves les yeux, par exemple, moi, j'ai travaillé à l'ordinateur, tu lèves les yeux, tu vois un paysage de plage, ou ça me fait oublier qu'il y a de la neige actuellement. Donc, ça peut être une idée intéressante. Puis aussi, on disait que d'avoir une pièce qui est fermée, ça fait en sorte qu'on va être loin des distractions. C'est ça, tu l'as mentionné tout à l'heure. Puis c'est ça, dans le fond, le bruit des enfants, on peut avoir à travailler quand les enfants sont là, mais au moins, quand on est dans le bureau, on peut fermer la porte. Donc, on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on a à faire. S'évader aussi, c'est ça, vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on a à faire. Exactement. C'est sûr que si on est toujours distrait,
mais on ne sera pas nécessairement productif. Exactement. Ça va nous prendre peut-être plus de temps à faire le travail qu'on a à faire. Exactement. C'est la même chose aussi que d'être éloigné des autres sources de bruit comme la télévision. La musique, si on a des adolescents. Exactement. Donc, plus on peut être concentré, d'être dans notre bulle, dans le bureau, mieux c'est. Et aussi pour l'aménagement du bureau, c'est sûr qu'il y a des différences, comme si on reçoit des gens à la maison, dans le cadre de notre travail, c'est bien d'avoir un bureau qui est face à l'entrée pour accueillir la personne qui arrive. Ah, OK. Et bien sûr, d'avoir une place pour qu'elle puisse s'asseoir. Si c'est le cas, il ne faut pas que la personne reste debout si on a à accueillir des clients. Donc, d'être face à la personne. Ensuite, on me conseillait, bien sûr, qu'au niveau du bureau, par exemple, tu sais, qu'on ait un droitier ou un gaucher, pour installer tout l'aménagement, il faut vraiment que ce soit le plus pratique possible, qu'on n'ait pas à chercher les petites trombones, chercher... donc, chaque chose ait sa place. Bien placée, visible. Qui soit à la portée de main. Donc, c'est une autre solution. Puis, en fait, il est certain que dans un sous-sol, souvent, il y a un petit peu moins d'air, donc il n'est pas nécessairement recommandé de mettre des tapis. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est pas bon. Peut-être de mettre un échangeur d'air qui est plus... qui est vraiment au sous-sol pour justement faire circuler l'air. Ça peut être aussi d'installer des plantes. Hein. Il y a des fenêtres. Mais des plantes, ça respire, c'est ça? Oui, c'est possible de mettre des plantes qui, bien sûr, il faut les choisir parce qu'au sous-sol, il y a quand même moins de lumière. Mais c'est une bonne idée. Alors, c'est les conseils que j'avais. Puis, en fait, aussi, j'avais une idée, je ne savais pas du tout, mais on m'a appris qu'en termes de couleurs, les tons de jaune et d'oranger, ça stimule l'intellect puis ça favorise la créativité. Ah, bon. Est-ce que c'est les couleurs que tu as dans ton bureau, Marie-Ève? Non. Tu as le temps de changer pour le printemps. Oui, c'est... OK. Donc, on retient ces deux couleurs. Des fois, si on a des idées, si on cherche des idées de couleurs, ça peut être intéressant. Parfait. Donc, justement, par rapport au bureau à la maison, on va y aller, c'est dans le flot du sujet. Comment conserver une discipline? Oui. Donc, toi, Marie-Ève, qui travaille occasionnellement à la maison, tu as ton bureau. Donc, comment tu fais pour conserver une certaine discipline? Tu as des enfants, ta maison est vivante. Donc, comment tu fais pour te concentrer? C'est sûr, dans le cadre de mon travail, moi, j'accumule beaucoup de paperasse, beaucoup de documents. Donc, c'est sûr qu'on peut, si on n'est pas organisé, on peut vite se sentir tous les documents qui sont pêle-mêle. Éparpillés. Puis souvent, il y a des documents une fois qu'on a utilisé, mais on n'a plus nécessairement besoin. Donc, c'est sûr que c'est vraiment de trier, de classer tous les documents au fur et à mesure pour justement éviter d'être enseveli sous la paperasse. Donc, j'ai toujours mon bac de récupération pour, bien sûr, au fur et à mesure... Proche de toi, c'est ça? Exactement, pour au fur et à mesure jeter ce que je n'ai plus besoin. Donc, tu es très disciplinée, là, à ce niveau-là. J'essaie. J'essaie. Mais puis, en fait, c'est sûr que lorsqu'on travaille à la maison, on est chez soi, hein? Puis dans une maison, on a toujours quelque chose à faire, quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on était, par exemple, le week-end. Donc, on disait, j'ai telle chose à faire. Il faut essayer d'éviter de s'étendre, de dire je vais aller faire une brassée de lavage, je vais aller faire telle affaire, parce que c'est sûr qu'à chaque fois, on prend des pauses. C'est ça. Donc, si on se dit que je travaille 4 heures, dans ces 4 heures-là, on fait autre chose que ça. On travaille sur notre projet, par exemple. Son travail. Puis, par exemple, lorsque les enfants sont à la maison, bien, la porte fermée signifie, chez moi, ça signifie que je travaille et je ne veux pas être dérangée. Donc, il faut aussi lancer le message clair à la famille qu'on est en train de travailler. Donc, c'est des bons conseils. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Non, pour moi, ça va bien. Donc, génial. Donc, justement, en lien avec le bureau à la maison, donc notre équipe est allée rencontrer Sophie Bergeron, c'est directrice de création couleur, chez Benjamin Moore, je ne me trompe pas. Oui, donc, elle va nous parler des choix de couleurs à adopter pour le bureau. Donc, on va aller écouter les topos de la semaine et on revient tout de suite après. La meilleure couleur, toutes catégories confondues, qui est aussi la couleur la plus aimée en Amérique du Nord, est le bleu. Un beau bleu ciel, un beau bleu tendre, est une couleur parfaite quand on a besoin vraiment de se concentrer, de réfléchir ou d'apprendre des textes ou de créer des textes. D'ailleurs, si vous avez des textes à apprendre ou du par cœur à faire avant une présentation, le bleu, utilisez un beau surligneur bleu, puis ça va vous aider justement à vous rappeler de votre texte. Une autre couleur qui est aussi très appréciée, il y aurait des
teintes de jaune, mais faites attention, on veut rester loin des teintes qui sont trop pures et trop acidulées parce que ça peut être un petit peu agressant à la longue. Alors, on reste vers des neutres. Dans le fond, on peut dire des blancs sous-teintés de jaune ou des crèmes sous-teintées de jaune. Une façon super intéressante de venir regrouper différents cadres, que ce soit des cadres à mémo ou encore des tableaux, des notes, etc., c'est de peindre une belle ligne horizontale sur le mur qui va venir regrouper ces cadres différents-là en étant comme un tout sur le mur. Donc, on peut avoir des encadrements différents, de différentes couleurs. Ça peut être des images encadrées ou tout simplement des tableaux qu'on vient regrouper à l'intérieur de la même couleur qu'on va avoir peint au mur. Pas besoin de mettre les couleurs faussées toujours du côté de la fenêtre. Dans le fond, ça dépend vraiment du décor qu'on veut recréer. Donc, ça peut être le mur en entrant, le mur du fond. Ça peut être le mur, justement, aussi qui est derrière nous. Ou à ce moment-là, on peut faire des amalgames. Ça peut être le plafond avec le mur des fenêtres. Bref, tout est permis et tout dépend, en fait, du décor qu'on veut créer et de l'architecture elle-même. Quand vient le temps de choisir ces couleurs, il est toujours important de valider ces couleurs-là dans la pièce même où elles vont être appliquées. En boutique ou ailleurs, quand vous regardez une couleur, peut-être qu'il y a une sous-teinte dans cette couleur-là que vous ne voyez pas, mais que vous allez voir une fois rendu à la maison. Donc, regardez ces couleurs-là le matin, l'après-midi, le soir, via différents éclairages, parce que la lumière du matin est moins concentrée avec un éclairage orangé. Et ça va avoir un effet direct sur la couleur. On prend le temps de regarder ces couleurs-là dans la pièce où elles vont être appliquées. Si vous voulez avoir un plafond de couleurs ou même pour un plafond blanc, c'est important de toujours valider les couleurs dans le même sens où elles vont être appliquées. Donc, par exemple, ici, je veux avoir une couleur sur mon mur qui va être grise avec la couleur feuille morte que je vais appliquer au plafond. Je place les échantillons dans le même sens dans lequel la couleur va être appliquée afin de valider ces couleurs-là. La raison est simple, le plafond reçoit en moyenne 30% moins de lumière que les restes du mur, que les autres murs de la pièce. Donc, en validant les couleurs dans le bon sens, on va être capable de voir ce à quoi la couleur va ressembler au final. De retour à Tendance IMO. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler des types de maisons. Donc, à savoir, est-ce qu'on prend une maison plein pied ou une maison à étage? Oui, un cottage ou un bungalow. Oui, un bungalow. Cottage, c'est ça le terme en anglais. Donc, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on choisit? En fait, c'est sûr que, d'un, on peut dire que les maisons de plein pied, qui sont appelées aussi les bungalows, ça va séduire beaucoup les jeunes familles. Okay. Parce que c'est sûr que lorsqu'on a des jeunes enfants, le plein pied, souvent, sont faits à air ouverte. Donc, on peut toujours avoir un œil et avoir nos enfants dans le champ de vision. Donc, ça peut être intéressant. On est à l'affût, en fait, de ce qui se passe à la maison. Exactement. Donc, on peut faire à manger, puis on voit en même temps ce qui se passe ailleurs. Les chambres sont sur le même étage. Des fois, c'est plus pratique aussi parce qu'en fait, que le salon et les chambres sur le même étage. Donc, on écoute la télé. Par exemple, des jeunes enfants qui se réveillent, donc éviter d'être toujours dans les escaliers. On est plus prêt pour intervenir. Oui, exactement. Ça peut être plus pratique à ce niveau-là. Mais on me mentionnait aussi que les retraités, les baby-boomers retraités recherchent aussi ce type de maison-là parce qu'en fait, au niveau de au niveau du nettoyage de la maison, c'est beaucoup plus facile. Mais j'avoue que d'avoir toujours à monter, à descendre. Les escaliers. Puis en vieillissant, c'est sûr que... C'est moins dangereux aussi de... Oui, autant pour les enfants que justement pour des personnes qui sont plus âgées. Des fois, on vient qu'on n'a pas nécessairement la forme pour monter et descendre plusieurs fois par jour parce que là, s'il y a quelque chose, tu as oublié en haut. Donc, surtout si la salle de bain est en haut, tout en montant et descendre. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que généralement, on peut trouver une salle d'eau en bas, mais quand même, dépendamment de comment sont faites les maisons. Donc, c'est 2 points, en fait, qu'on me donnait pour éviter donc les va-et-vient dans les escaliers. Ensuite, au niveau des maisons plein pied, généralement, la surface de la maison elle est plus grande. La superficie, je veux dire, donc les chambres sont généralement plus grandes aussi. Les pièces. Okay. Oui. Donc, au niveau des aménagements, ça peut être d'aménagement de la pièce, ça peut être plus facile. Parce que souvent, si on regarde du côté de la maison à étage, mais il y a l'escalier, mais la place que prend l'escalier dans la maison, c'est beaucoup. Ça va limiter l'ameublement parce que... C'est vrai. Ça prend une place, donc si ta pièce est la pièce qui est à côté, bon, tu peux pas nécessairement... Tu as peut-être moins de liberté oui, pour aménager ta maison, surtout si tu as beaucoup de meubles, ça peut arriver. Donc,
c'était un autre point, oui, un autre avantage. En fait, on disait aussi que, au niveau des maisons à étage, les gens, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est que les chambres sont éloignées de la cuisine. Ah, OK, oui. Donc, pour le repos, ça peut être aussi pour les jeunes familles. En fait, c'est comme, par exemple, si papa travaille tôt le matin, il se lève, il va se faire à déjeuner en bas, bien... Personne ne le sait. On s'en rend moins compte. Exactement. Donc, étant donné l'éloignement des chambres avec... Vu que les chambres sont souvent à l'étage. Exactement. Donc, tout le monde peut continuer à dormir pendant que papa, ou ça peut être maman aussi, vague à ses occupations en bas. Du même coup aussi, c'est un peu si les parents reçoivent à manger, reçoivent des invités. Quand les enfants sont plus grands aussi, ça peut être plus avantageux d'être séparés. C'est ça, donc on sépare un peu le climat, on sépare les ambiances. Parce qu'on n'a pas toujours envie d'avoir les mêmes ambiances. Sur un plein pied, c'est un peu ça le problème. L'air à vivre, c'est tout le rez-de-chaussée qui inclut les chambres. Tandis que dans un cottage, tu as vraiment l'étage qui est accès juste pour la famille, donc pour la toilette. La toilette, ça donne les chambres. Exactement, pour le dodo. Donc, puis en bas, tu as l'espace de vie dans la journée. Plus vivante, là, oui. Exactement. Donc, ça peut être un autre avantage. Puis, en fait, on me disait, c'est sûr que de plus en plus, comme dans des villes comme Laval ou dans les milieux urbains, les terrains sont plus petits. Donc, c'est sûr que d'avoir un bungalow, ça prend beaucoup d'espace. Des fois, ça va limiter ton terrain. Donc, si tu veux faire un jardin, tu vas installer une terrasse, une piscine. C'est moins pratique. C'est peut-être moins pratique. Mais en fait, on me disait, chez Bonneville, on me disait qu'il existe des pleins-pieds de petites dimensions. Mais encore là, il faut que ça corresponde aux besoins de la famille. Quand on a une grande famille, ça peut être... C'est peut-être pas l'idéal. Exactement. Mais je trouve que chacun, ils ont leurs avantages. Et les avantages restent à savoir qu'est-ce qu'on cherche comme ambiance à la maison. Si, par exemple, on a des jeunes enfants, je trouve ça bien l'idée d'avoir la maison plein pied. Parce que justement, comme tu l'expliquais au début, on a vraiment une vision panoramique de ce qui se passe. Puis, de toute façon, quand on est jeune, parents, on est plus alerte, on veut faire plus attention. Donc, c'est un bon... Puis, c'est sûr que le prix aussi à considérer. Généralement, un bungalow va être plus cher qu'un cottage. Parce que le bungalow, la superficie de fondation puis de toiture, elle est plus grande. Donc, ce qui coûte cher, c'est la fondation. La fondation, c'est le terrain, en exactement. Fait. Donc, plus on prend plus large de terrain, plus c'est... Mais c'est sûr qu'encore là, ça peut dépendre des régions. Donc, vraiment, quand on magasine une maison, c'est sûr qu'on peut choisir notre région en premier. C'est ça. Puis vraiment essayer de comparer les cottages versus les bungalows pour savoir la différence de prix. Absolument. Donc, c'est ça. On rappelle, veux-tu nous rappeler un petit peu vite les différences? On avait dit que le plein pied, c'était bien parce qu'on avait une bonne vision. Oui, on a une jeune famille. Et il n'y a pas de va-et-vient dans les escaliers qui est autant pratique si on a des jeunes enfants que si on est un peu plus âgé. C'est ça, pour les personnes âgées, c'est l'idéal vu qu'ils n'ont pas à monter, descendre. Pour les personnes handicapées aussi. Donc, absolument, ça, on n'en avait pas parlé aussi. Oui, exactement. Puis, justement, pour la cour, parce que c'est sûr, on aime tous avoir une cour pour profiter. Alors, si on a une grande maison au niveau de la superficie, ça limite la cour. Ça limite la cour, oui. Surtout si on veut se faire un beau jardin avec avoir nos fruits et légumes. Donc, c'est un petit peu plus restreint. Mais malgré que ça peut se faire aussi, donc c'est toujours à vérifier. Comme tu dis, lorsqu'on magasine sur Internet, de ne pas hésiter non plus, je pense, de demander ces informations-là aux agents qui vendent les maisons. Donc, voilà pour ça. On va passer à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. Un nouveau complexe de condos luxueux est situé au pied du nouveau pont A25. Le projet Val des Ruisseaux, présentement en cours, jouit de l'effervescence du quartier du Vernet-Est. À quelques pas de Montréal, facile d'accès et aux abords de la rivière des Prairies, Val des Ruisseaux est stratégiquement localisé pour les amants de la nature qui aiment se rendre rapidement dans la métropole. Le meilleur des deux mondes. Ce projet, au bord de l'eau, crée un engouement sans pareil grâce à ses vastes vestibules et à l'aménagement intérieur haut de gamme de ses unités. Les spacieuses cuisines et salles de bain sauront assurément séduire les visiteurs, avec les nouvelles tendances design à leur portée. Le choix de matériaux confère aux unités un aspect digne des plus beaux condos. Les unités offrent aussi de multiples espaces de rangement, un walking et une grande terrasse. Tout cela au bord de la rivière des Prairies, à 5 minutes de Montréal et à moins de 700 mètres du nouveau pont de la 25. Déjà populaire, le mot se passe vite chez les acheteurs de condos potentiels. La phase 7 est en vente maintenant et la phase 8 sera lancée en avril 2014 avec de nouveaux modèles. De
retour à Tendance Immo. Vous êtes toujours en compagnie de Stéphanie Germain et Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève, on va terminer l'émission aujourd'hui en parlant des maisons contemporaines. Oui. Donc, à savoir, est-ce que ces maisons-là vont être capables de traverser le temps? Oui. Justement à cause de la façon qu'elles sont construites. Exactement. Ce sont des maisons aux lignes très épurées. Hein. C'est vraiment... Puis souvent, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, mais ça pose vraiment comme des champignons. On en voit vraiment beaucoup. C'est la tendance du moment. Oui, c'est vraiment la tendance de l'heure. Puis en fait, je me suis posé la question, puis je suis allée rencontrer l'architecte Mario Ardonetto pour savoir lui ce qu'il en pensait. Puis ce qu'il me disait, c'est qu'une maison, pour être intemporelle et traverser le temps, c'est qu'elle doit être faite de matériaux qui sont nobles, comme la pierre, le bois torréfié, ou c'est un amalgame d'éléments architecturaux, puis de volumes qui sont bien proportionnés. Or, souvent, ce qu'on voit dans la vague de maisons contemporaines actuellement, c'est qu'il y a vraiment un grand souci du détail pour la façade de la maison. OK. Mais quand on regarde l'ensemble de la maison, donc les trois autres à l'intérieur côtés, aussi? Non, on parle surtout de l'extérieur. De l'extérieur, oui. OK. Donc, quand on regarde les deux côtés de la maison et la face arrière, des fois, c'est pas les mêmes matériaux. Comme par exemple, on peut voir de la pierre ou du bois à l'avant, sur la façade avant, puis ça va être du Canexel ou du Clabar ou d'autres choses. Des matériaux qui sont moins nobles? Oui, qui sont de moins bonne qualité, si on peut dire, oui. Parce qu'en fait, c'est sûr que ça coûte moins cher, c'est une façon de sauver des coûts, puis souvent, on peut dire que le premier coup d'œil sur une maison, c'est bien évidemment sa façade. Sa façade, c'est ça. On va moins porter attention oui, exactement. Sauf que selon l'architecte, c'est vraiment ça, c'est que puis ça a toujours été le cas, là, pas juste dans les maisons contemporaines. Il y avait les maisons victoriennes, dans tous les types de maisons. Il y avait un peu le même problème. Parfois, pour sauver des coûts, donc les gens, ils changeaient des matériaux sur les autres façades. On travaille un peu les coins ronds. Oui, exactement. C'est vraiment dire qu'on travaille les coins ronds. Donc, selon lui, ce type de maisons-là ne vont pas bien traverser le temps. OK. Mais donc, il va avoir de la misère, difficulté pour la revente, par exemple. OK. Ça va être plus difficile. Oui, mais en fait, c'est sûr qu'il y aura toujours des acheteurs, là, probablement, pour ce type de maison-là. Mais lui, il répondait vraiment à ma maison, à savoir, lui, en tant qu'architecte. Parce que c'est sûr que peut-être que, par exemple, toi, tu cherches une maison, peut-être que ça ne te dérangera pas que les fenêtres à l'arrière soient blanches, puis qu'en avant, ce soit des belles fenêtres avec des portes noires. Peut-être que pour toi, c'est un détail, c'est ça. Oui, ça peut être un détail pour certains, mais pour ceux qui sont vraiment dans le domaine puis qui sont spécialisés, ça n'a pas selon lui, il faut garder le même souci du détail partout. Il faut que ce soit esthétique. Exactement, vraiment esthétique. Puis, mais on voit souvent ça. Si on se promène dans les quartiers, là, tu vois souvent ça, par exemple, des maisons en avant, les portes sont noires. Puis généralement, c'est plus cher. Puis tu fais le tour de la maison, tu regardes, tu vois les fenêtres, les portes tous les contours sont blancs. Donc ça paraît vraiment. Bien, ça paraît, mais je remarquais pas avant d'avoir parlé avec l'architecte. Donc c'est peut-être pas justement des détails qui m'ont. C'est ça. C'est vraiment, on a le souci du détail, puis on s'y connaît vraiment. Exactement. Au niveau des matériaux aussi, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui font pas nécessairement la différence entre une pierre, de la brique, etc. Donc c'est sûr que c'est vraiment un matériau noble. Beaucoup plus la pierre. Des belles maisons en pierre, c'est toujours beau. Puis c'est sûr que ça va toujours bien vieillir. C'est la désirabilité aussi. Puis en fait, j'ai posé aussi la question au niveau de l'entretien des maisons contemporaines parce que souvent, on voit il y a beaucoup de bois, le bois torréfié, qui est souvent teint d'une certaine couleur, ce qui fait que c'est très moderne. Puis moi, il y a des gens qui me disent « Ah, mais ça doit être super dur à entretenir, il faut qu'à chaque année, tu le fasses. » C'est ça. Selon lui, pas nécessairement. Ça ne demande pas plus d'entretien, ce type de maison-là, qu'une maison qui est maçonnée. T'sais. Ah, OK. Donc, c'est une information intéressante à savoir. Oui. C'est sûr que ça a un entretien minimal. Si, par exemple, tu achètes une maison et tu n'as pas envie d'en donner d'entretien... c'est peut-être pas le type de maison, vu que ton bois va changer de couleur avec le temps, c'est sûr. Donc, Marie-Ève, est-ce que tu as une autre information à nous rajouter par rapport aux maisons contemporaines? Oui. En fait, vraiment, les maisons contemporaines, leur style, tantôt, je parlais de lignes très épurées, mais c'est souvent des maisons qui ont des toits plats, qui ont des grandes fenêtres. Fait que justement, il faut que vraiment, encore là, sur toute la façade, il faut vraiment respecter... parce que c'est une maison qui est très près de la nature. Fait qu'il faut vraiment qu'à chaque côté de la maison, tu vois cet élément-là qui rapproche cette maison. Oui, exactement. Mais en fait, moi, personnellement, je trouve vraiment que les maisons contemporaines... C'est de très jolies maisons. On en voit vraiment beaucoup. Mon père s'est acheté une maison comme celle-là. Mais en fait, c'est sûr que tu achètes une maison comme ça, puis il faut que ton ameublement aille avec aussi. Aussi, c'est ça. On en a parlé beaucoup aussi dans les émissions précédentes. Parce que tout l'intérieur est très moderne. Donc, parfois, les meubles, tu te fais construire une maison comme ça, puis ça ne convient plus du tout. Donc,
moi, je trouve ça très joli quand on regarde là, sur le plan esthétique, comment les impurés, les grandes fenêtres, justement, ça laisse beaucoup de place à la lumière. Sur ce type de maison-là. Donc, au début, moi, j'avais pensé que ça aurait pu être très difficile d'entretien. Juste un patio, je trouve ça ardu. Donc, mais finalement, c'est ça, c'est un mythe, c'est pas plus difficile que... Non, exactement, selon ce que lui disait. Donc, OK. Parfait. Donc, merci beaucoup pour ces informations. On va se faire une petite récapitulation de notre émission de la journée. Donc, on a commencé avec l'aménagement du bureau à la maison. Donc, on t'a pris en exemple puisque tu travailles beaucoup à la maison. Donc, de vraiment choisir un endroit qui est propice pour le travail, pour la concentration. Également, en lien avec ça, c'est conserver une discipline, se conserver une certaine discipline quand on travaille. De se dire... être productif puis essayer de ne pas de vaquer à d'autres occupations. C'est ça. Donc, si on se donne 4 heures de travail, dans ces 4 heures-là, on ne fait pas autre chose que ça. Au moins, sinon, de se fixer des objectifs. Oui, de la journée, c'est une bonne idée. Ça peut être dans un agenda où vraiment, OK, on a telle chose à faire. Donc, même si on ne fait pas 4 heures en ligne, l'important, c'est comme tout travail. En fait, on a un travail à réaliser. Il faut atteindre un certain objectif à chaque jour ou à chaque semaine. Donc. Absolument. Et on a parlé des types de maisons, donc plein pied ou cottage. Et, en lien avec ça aussi, on a parlé des maisons contemporaines, à savoir si elles vont traverser le temps. Mais ça, c'est... On va laisser l'avenir nous le dire. Exactement. Donc, merci, Marie-Ève. À chaque semaine, j'en apprends beaucoup avec toi. Et on peut dire à nos téléspectateurs de te lire à l'Écho de Laval, dans l'Écho de Laval, en fait. Exactement, qui est publié tous les mercredis. Parfait. Merci énormément. Et à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.